Bonjour tout le monde! Bienvenue à Tout sur le numérique, la nouvelle saison qui commence aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents de la fin des vacances. J'espère que vous... pas nécessairement content de la fin des vacances, mais j'espère que vous en avez profité. Maintenant, c'est la première vraie semaine d'école. La semaine passée, c'était l'adaptation. Moi, je suis allé porter mon fils à l'école. Aujourd'hui, on a un petit enjeu de transport scolaire. Rien de majeur. J'ai juste oublié de remplir le formulaire. Fait qu'il n'y a pas de lift. Fait qu'il faut que j'aille le reconduire. Ça fait partie de ma réalité de TDAH. Mais que voulez-vous? Super content d'être avec vous aujourd'hui. Ça faisait un bout que je n'étais pas là. J'ai fait une petite apparition la semaine passée sur le show de la rentrée mardi passé avec Roxane Saint-Gelais, qui est en nomination d'ailleurs pour un prochain gala pour animatrice d'émissions culturelles. Et moi, j'avais arrêté je crois que j'avais arrêté le 23 juin. Fait que ça faisait 2 mois et demi que j'étais pas de retour en ondes. Je vous aime beaucoup. Ça m'a fait le plus grand bien. Honnêtement, j'ai passé un été spectaculaire. C'est le terme qui me vient en tête. Vous devez comprendre que, vous me suivez, là, je raconte mes histoires toutes les semaines. Moi, j'ai fermé mon agence au mois de février l'année passée, donc février 2024. Et là, ça a été de l'adaptation, nouvelle structure, me débarrasser du local commercial, trouver des nouveaux mandats, tout le kit. Et à la fin de juin, je regardais mes choses et tout ça, et je regardais les mandats que j'avais, tout le kit, puis j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, chérie, puisque je l'appelle chérie, j'ai dit, je pense que je peux ralentir pendant l'été. Donc, j'ai pris la décision cet été de ne travailler que 2 jours par semaine. Je travaillais le mercredi et le jeudi. Et le reste du temps, eh bien, je profitais de la vie. Et je dois mener une bonne vie parce qu'on a eu vraiment un été exceptionnel. Il a fait beau, il a fait chaud. C'était vraiment le fun, parce qu'on s'entend que si j'ai 5 jours de congé dans ma semaine et qu'il pleut 4 jours de temps, ben c'est un peu moins le fun. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant mes vacances? Bien évidemment, je me suis occupé de mon Mobux de McMaster. Saison qui a fini à la fin du mois de juillet. C'était une saison de transition. On s'est fait taper sur le nez toute la saison. 2 victoires, 18 défaites. La bonne nouvelle, c'est que je pense pas qu'on va pouvoir faire pire l'année prochaine. Mais ça a été quand même une super de belle saison. On a eu des super de belles foules, une super de belle expérience. Et la Ligue s'est terminée à la fin du mois d'août. Et c'est le Extrême Mondou de Shawinigan qui a gagné, qui était à sa 2e année d'existence. Donc, félicitations au Extrême Mondou. C'était vraiment une super de belle série. J'ai pris soin de moi. J'ai commencé à m'entraîner au gym. Donc, je m'entraîne au gym Atmosphère à Belleuil. Je ne m'étais jamais entraîné de ma vie et j'ai commencé à 43 ans à m'entraîner. J'aime beaucoup ça, ça me fait du bien et je vais avoir un corps en santé pour vivre longtemps. J'ai joué au golf, vous le savez, là, je vous en ai parlé de maintes et maintes fois. Je suis même en train de penser, je vais peut-être parler avec France pour partir une petite émission sur le golf. Ça me serait le fun, ça. Je joue au golf plusieurs fois par semaine. Et l'histoire qui est vraiment drôle là-dedans, c'est que vous devez comprendre que comme je travaillais 2 jours par semaine, ben moi, je ne vais pas jouer le soir, puis je ne vais pas jouer les fins de semaine parce qu'il y a beaucoup de monde. Puis fait que moi, j'y allais l'après-midi. Donc, je me suis fait beaucoup d'amis de golf et la moyenne d'âge de mes amis est d'à peu près 69 ans. Parce que ceux qui jouent en dehors des heures de travail, pendant les heures de travail, je devrais dire, ben c'est majoritairement des retraités. Fait que je me suis fait une gang de chums de retraités. On va jouer au golf ensemble. Je suis dans une ligue à Sainte-Madeleine. C'est le bonheur. Je me prépare pour ma semi-retraite. Et également, ce que j'ai fait, j'ai fini l'écriture de mon 2e livre, qui est l'Entrepreneur Moneyball, où est-ce que j'ai documenté mon processus de... J'avais une agence plein d'employés, j'ai tout fermé et j'ai décidé de continuer à mon compte en étant seul et tout ça. Donc, j'ai documenté tout ça, je l'ai envoyé à ma maison d'édition et on est en processus de voir quand est-ce qu'il va sortir. Donc, vous voyez que ça a été un été assez vide et assez rempli, tout dépendant comment on le voit. Fait que je suis super content d'être de retour. J'avais très hâte à ce midi de pouvoir vous retrouver, auditeurs, auditrices du FM 103.3. Donc, on continue en musique et au retour, comme à l'habitude,
on va y aller avec l'actualité de la semaine, mais là, on va parler un peu de ce qui s'est passé durant l'été au niveau de l'intelligence artificielle. Reste à l'écoute tout le monde. Une des grandes nouvelles qui est sortie durant l'été, c'est l'arrivée de ChatGPT 5. On est déjà rendu là. Quand il a commencé, je pense que c'était le 2, 3.5, quelque chose du genre. Et ils ont sorti le ChatGPT 5, qui est la nouvelle version, qui est une version plus intelligente et tout ça. Et bien évidemment, vous comprendrez que je me suis amusé à l'utiliser. Et ça commence à faire peur. Je vais être bien honnête avec vous autres, là. Je l'ai regardé, puis j'ai trouvé une étude qui a été faite par un homme qui s'appelle Simon Willison, qui est cofondateur de Django, qui est une grosse entreprise qui fait des plateformes web et tout ça. Et une des fonctions de ChatGPT 5, c'est la fonction GPT-5 Thinking. Okay? Et là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la différence. C'est que avant, lorsque vous alliez sur ChatGPT et que vous lui demandiez une recherche, une requête, bien, il était pour prendre la requête et vous donner une réponse. Donc, action A, résultat B. Mais là, avec le GPT-5 Thinking, bien, ça le dit dans Thinking, il y a une notion de réflexion. Donc, il est capable de vous créer des documents et d'aller faire des recherches plus approfondies, de dire, je peux aller chercher une information sur un site web, sur un deuxième, sur un troisième, quatrième, ensuite de ça, faire le résumé, voir est-ce qu'il y a une corrélation entre les 4 articles, est-ce qu'il y a des différences que je peux valider sur un site, un 6e site, un 7e site. Donc, ça permet de faire des recherches qui sont extrêmement complexes et le résultat est assez étonnant, merci. Donc, Simon Willison, dans l'article qu'il a écrit, ben, il a présenté des exemples concrets. Exemple, il a juste pris une photo d'un bâtiment très, très flou et il lui a demandé quel est ce bâtiment. Et en dedans de quelques secondes, il a réussi à trouver quel était ce bâtiment et où il était situé. Et l'exemple qu'il donne, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il lui a demandé, vous comprendrez que M. Willison, c'est un Anglais d'Angleterre, et il a demandé à ChatGPT d'étudier l'histoire des grottes du port d'Exeter. Donc, c'est quand même une recherche assez particulière, vous comprendrez. Et ce que ça l'a fait, c'est que l'outil a réalisé un travail colossal. Il a recherché, il a synthétisé des informations provenant de différentes sources et tout ça. Donc, le nouvel outil de ChatGPT 5 est extrêmement puissant. Ça amène beaucoup d'avantages parce que ça va nous permettre de l'utiliser comme un adjoint qui va nous donner une qualité de réponse qui va être encore plus costaude, encore plus complète et tout ça. Mais bien évidemment, on dirait que c'est comme ma phrase de l'été. Je dis toujours à ma blonde, je dis, il y a un prix à payer dans tout. Oui, on va avoir une intelligence artificielle qui va être extrêmement puissante puis qui va être capable de faire des réflexions très, très approfondies. Mais de l'autre côté, je pense toujours au système d'éducation. Puis, tu sais, je l'ai essayé, la machine, puis j'ai vu comment elle fonctionnait, là. C'est de dire qu'elle est capable de créer du contenu qui est beaucoup plus personnalisé qu'avant. Moi, quand je vais sur différents sites web puis que je me promène sur l'Internet, je suis capable assez facilement de détecter des articles de blog qui sont faits, exemple, avec ChatGPT, parce qu'ils avaient, et là, je le mets au passé, ils avaient toujours la même structure. Introduction, point 1, 2, 3, 4, conclusion. Mais là, maintenant, avec le ChatGPT 5 Thinking, vous êtes capable d'avoir des pièces de contenu qui sont très, très, très personnalisées et qui peuvent différer d'une pièce de contenu à l'autre. Et là, vous voyez où est-ce que je vais en venir. Ça va être de plus en plus difficile pour les enseignants de voir qu'une pièce de contenu a été faite avec l'intelligence artificielle. Donc, imaginez là, que, tu sais, on reprend l'exemple des ports d'Exeter. Bien, ici, on a un étudiant qui doit faire un exposé oral sur les ports d'Exeter. Bien, ChatGPT 5 peut aller lui chercher toute l'information en une requête et après ça, il pourrait même lui dire, peux-tu me bâtir une présentation orale que je vais pouvoir réciter. Oui, il va falloir qu'il l'apprenne, mais 80% de la job va avoir été faite au préalable par une intelligence artificielle. Cependant, je considère que ça va aider beaucoup plus que ça va nuire. En parlant de nuisance, un article que j'ai trouvé bien intéressant dans Le Droit et je me devais de vous le partager.
Si vous êtes familier avec TikTok ou Instagram, il y a un mouvement qui s'appelle, ce n'est pas un mouvement, c'est le mouvement, c'est un trend. Donc, c'est quoi un trend? C'est une sorte de mode ou une tendance d'un type de vidéo sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok. Et les gens adoptent cette tendance-là pour faire des vidéos. Et comme l'algorithme a beaucoup de ces vidéos-là et que les gens trouvent ça intéressant, on augmente notre chance d'être vu et d'avoir plus d'interactions. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont adopter les trends pour être capables d'aller chercher plus de visibilité. Mais des fois, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Donc, il y a un studio de beauté à Gatineau qui s'appelle 53 Carats. Imaginez-vous donc que ce studio-là, il fait beaucoup de contenu sur les médias sociaux, mais il y a un trend qui est sorti sur les médias sociaux qui a rapport avec un kidnapping. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est on fait un enlèvement qui est stagé, donc ce n'est pas un vrai enlèvement, et pour faire la promotion de quelque chose ou pour faire une blague. Mais là, ce qui est arrivé, donc le studio 53 Carats a décidé de prendre ce trend-là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a simulé un enlèvement d'une personne dans la rue pour promouvoir le studio. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait semblant que les coiffeurs qui manquent de clients, ils vont en kidnapper dans la rue puis ils les amènent dans le salon, dans le salon de coiffeur. Mais le problème qui arrive avec ça, c'est qu'ils ont partagé, je trouve ça drôle parce que ça en tout cas, vous allez comprendre, là. Ils ont partagé ce trend-là sur TikTok et il y a un citoyen qui a vu la scène pendant qu'il filmait. Donc, il ne l'a pas vu sur les médias sociaux, mais il a vu la scène dans la rue. Et il a cru à un réel enlèvement. Donc, il a appelé la police. Et là, la police s'est déplacée au salon pour comprendre, pour dire, il y a quelqu'un qui vient de se faire enlever pour se faire couper les cheveux. Et là, vous comprendrez que les policiers, là, quand ils se font appeler et qu'ils se font dire, on a je viens d'être victime, je viens d'être témoin d'un enlèvement sur telle rue et tout le kit, ils ne peuvent pas se dire, c'est probablement un trend TikTok, fait qu'on n'ira pas. Donc, ils se sont déplacés et c'est ça. Je pense que juste ça, c'est correct. Donc, il faut toujours réfléchir à les trends. Puis moi, ce que je dis toujours dans mes formations, il y a deux choses. C'est que premièrement, il faut réfléchir aux trends, pas juste dans l'objectif d'aller chercher des abonnés et tout le kit, mais de se dire, c'est quoi le réel impact que ça va faire, autant sur les médias sociaux que dans la rue. Dans l'exemple présent, il y a un monsieur qui passait, il pensait que quelqu'un se faisait kidnapper. Puis la deuxième chose, c'est de dire jusqu'à quel point ça répond à notre costume de super-héros sur les médias sociaux ou à notre brand personnel. Donc, est-ce que ça valait vraiment la peine de le faire? De toute évidence, ça leur a donné de la belle visibilité parce qu'ils ont passé dans le journal. Et ça. Fait que toujours vous posez la question. Des fois, c'est pas parce que ça a l'air d'une bonne idée que c'est une bonne idée. Et en parlant de mauvaise idée, Google a été reconnu coupable par la Cour aux États-Unis et devra verser 425 millions US parce qu'ils ont eu une mauvaise idée. On en parle au retour de la pause. Google a été condamné mercredi aux États-Unis à verser 425,7 millions de dollars US de dommages à près de 100 millions d'utilisateurs pour atteinte à leur vie privée. Donc, bien évidemment, le géant du web a fait appel, comme dans tous les cas, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a été reconnu coupable parce qu'il a continué de collecter des données privées de ses utilisateurs, alors même qu'ils avaient désactivé ce paramètre. Ce que vous devez comprendre, c'est que surtout, à l'époque, ça fait longtemps, là, avec iPhone, on avait eu la mise à jour iOS 14 qui permettait de dire « Je ne veux pas que Google ou que les sites web suivent mes comportements sur le web pour me renvoyer de la pub et tout ça. » Mais là, ce qui est arrivé, c'est que Google a été reconnu coupable, ce qui veut dire que vous disiez « Non, je ne veux pas que Google prenne mes données. » Puis eux autres qui ont décidé de faire, c'est qu'ils ont dit « Sais-tu quoi, on va y prendre pareil, même si tu as dit non. » Donc, c'est quand même quelque chose d'important parce que les gens, ils ont désactivé. Imaginez, là, je dis « je ne veux pas » et eux, ils ont décidé de le faire pareil et ce n'est pas la première fois qu'ils se font taper sur les doigts
parce que, également, ça, c'est en Californie, ils ont été reconnus coupables en France et ils doivent payer 325 millions d'euros pour des manquements sur les cookies. Donc, les cookies, c'est de dire, est-ce que vous acceptez qu'on mette une petite étiquette sur votre profil pour pouvoir vous recibler avec d'autres choses? C'est la 3e fois qu'ils se font taper sur les doigts en France. Donc, je pense que, dans une certaine mesure, je me demande s'ils ne prévoient pas ça dans leur budget, là, de dire ça va nous coûter une couple de centaines de millions, mais on va aller chercher de la donnée, ça va être plus payant, pareil. Donc, vous voyez que on commence à serrer la vis de plus en plus pour le respect des données et pour le respect de tout ce qui est les informations. Donc, dernière chose que je voulais vous parler, de ma découverte de l'été qui est arrivée il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser, mais c'est Gemini, donc l'intelligence artificielle de Google, a sorti un Gemini Images. Donc, vous avez la possibilité de jouer avec des images et tout ça. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Je ne suis pas un gros amateur d'utilisation d'intelligence artificielle pour la création d'images. C'était pas facile comme phrase, ça, désolé. Puis, parce que lorsqu'on utilisait, mettons, ChatGPT, DALL-E, puis qu'on lui demandait de créer des images, je ne savais pas l'image, elle venait de où. Cependant, le nouveau Gemini Images est super intéressant parce qu'il permet de prendre des images que l'on a déjà et de faire des modifications très, très simples, mais qui peuvent faire toute la différence. Comme c'est un article du Journal de Montréal qui en fait le résumé. Le journaliste qui a fait, c'est qu'il a pris une photo de lui où est-ce qu'il n'a pas de lunettes et il a un chandail rayé bleu. Et il a tout simplement demandé à Gemini, peux-tu me rajouter des lunettes et me mettre des rayures rouges? Il l'a fait très bien. C'est impeccable. On ne voit aucunement l'intelligence artificielle. Donc, c'est quand même quelque chose qui va amener un impact au niveau de tout ce qui est le graphisme et tout, parce que si vous avez, je ne sais pas, moi, vous avez une photo de vous où est-ce que vous êtes un peu dépeigné, et là, normalement, vous travailleriez avec un graphiste pour pouvoir vous arranger la coupe de cheveux, ils vont pouvoir Gemini va pouvoir le faire instantanément pour vous. Mais c'est un outil qui est bluffant. Pour vrai, là, c'est vraiment, mais vraiment puissant. Je ne mets pas beaucoup l'utilisation de générateurs d'images d'intelligence artificielle parce que je trouvais que le rendu était so-so. Mais je dois avouer que le générateur d'images de Gemini est vraiment extrêmement puissant. Donc, Gemini Images, si vous voulez vous amuser avec ça, mais faites-le quand même avec une certaine conscience éthique, parce que l'énergie qui est déployée par les serveurs pour être capable de créer des images est très, très, très importante. Donc, on a une conscience environnementale. Moi, j'essaie d'en faire le moins possible, ou du moins, j'en fais pas pour m'amuser. J'en fais pour vraiment l'utiliser pour une raison précise. Donc, on retourne à la pause musicale et au retour, on va recevoir une nouveauté cette saison. Donc, on va avoir un chroniqueur qui va être là à toutes les 2 semaines. Je vous en dis pas plus, je vous le présente au retour de la pause. Quand j'ai commencé à la radio au FM 103.3, il y a de cela, ça va faire bientôt 3 ans, c'est quand même quelque chose. Ma première apparition à l'émission était chroniqueur à l'entrepreneur branché, qui était le jeudi midi. Donc, je faisais une apparition à toutes les 2 semaines pour parler de médias sociaux, bien évidemment. Et l'idée m'a traversé l'esprit depuis quelques mois de dire, ça serait le fun d'avoir un chroniqueur comme ça, mais je n'avais pas personne en tête. Et comme l'univers n'aime pas le vide, pendant l'été, j'ai eu une discussion avec un ancien invité qui est avec nous en studio aujourd'hui, Francis Paquet de SeedGrow. Comment ça va, Francis? Salut Marco, merci beaucoup pour l'opportunité. Quand tu m'avais raconté un peu ton histoire la dernière fois que je suis venu, en fait la première fois que je suis venu, ça m'a vraiment marqué. J'étais comme, moi j'aimerais ça, participer. J'ai vraiment trippé, puis je voulais participer à une émission de façon plus fréquente. C'est ça. Fait que là, il envoie un courriel tout simplement de dire, hey, tu sais, si ça te tente, c'est le fun et tout. Moi, j'étais comme, crème, je me cherche un chroniqueur et tout. Donc, Francis va être là à toutes les 2 semaines et il va parler de l'actualité, de différents sujets, tout le kit. Et l'objectif, c'est d'avoir un deuxième regard, que vous ne soyez pas obligé de toujours m'entendre moi, raconter mes histoires.
Et on commence déjà, puis l'affaire que tu voulais nous parler, Frank, moi je t'appelle Frank maintenant, là, on est des amis. Fait que c'est l'événement Inbound de HubSpot qui avait lieu la semaine passée. C'est quoi ça, l'événement Inbound? Oui, chaque année, en fait, HubSpot, qui est quand même un des gros acteurs là, au niveau marketing, puis intelligence artificielle, mais surtout marketing, organise un événement chaque année. C'était la semaine passée. C'était la première fois du côté de San Francisco. Avant, c'était du côté de Boston. Ouais. Puis cette année, l'intelligence artificielle était à l'honneur. Là, vraiment, ils ont parlé énormément de ça. Puis en fait, ils reçoivent plein de gens de différentes industries qui viennent parler un peu de leur réalité, comment eux... Puis c'est pas nécessairement centré que sur l'outil HubSpot, mais vraiment sur le marketing en général. Fait que ça vient permettre là, de venir chercher des nouvelles idées ou de voir comment dans le quotidien, dans d'autres organisations, ils font pour manier tous ces changements-là là, qu'on vit au quotidien. Mais moi, ce que j'avais vu, j'ai jamais eu la chance d'y aller. J'avais regardé pour y aller quelques fois. Puis tu sais, des fois, déjà, quand c'était à Boston, c'était pas si pire. Tu sais, une bonne ride de char, t'es rendu. Là, San Francisco, ça... Quoi que j'y vais au mois de novembre, mais c'est pas en même temps que l'événement Inbound. Moi, ce que j'aime, c'est que HubSpot, c'est un espèce de plateforme qui est relativement coûteuse, là, on va se le dire, là, pour monsieur, madame, tout le monde et tout, puis pour les petites entreprises, mais c'est une application qui est incroyable au niveau du marketing, de création de landing page, de la publicité et tout. Et eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des clients de HubSpot qui viennent parler de marketing et tout, puis le message, c'est de dire, regardez comment que nos clients sont satisfaits avec HubSpot et qui connaissent ça, donc ça vaudrait la peine. Donc, c'est un super bel événement, mais qu'est-ce qui est ressorti? Y a-t-il des Golden Nuggets? Y a-t-il des pépites d'or qui sont sortis de cet événement-là? Oui, bien, tu fais bien de le demander, en fait. Beaucoup de choses intéressantes, mais moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'ils ont annoncé, en fait, que 7% de leurs leads venaient maintenant de l'intelligence artificielle. Donc, même eux le sentent chez HubSpot parce qu'ils ont de plus en plus de leads qui viennent de ChatGPT, Perplexity, Claude, etc. Donc, c'est plus que jamais. Là, il faut vraiment travailler là-dessus. Là, ce que tu veux dire, c'est que, dans le fond, c'est dire que des leads qui rentrent ou est-ce que quelqu'un va aller sur ChatGPT, va dire « Je cherche un formateur en marketing numérique » et ChatGPT va recommander Marco Bérubé et ça va leur permettre d'aller chercher un lead. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, ils ont expliqué que la recherche a changé. En fait, les gens ne vont pas chercher une solution finale dès les premières recherches. Ils vont plutôt essayer de comprendre mieux leurs problèmes ou comment ils pourraient s'aider. Fait que là, ils vont le faire avec l'intelligence artificielle. Puis c'est pour ça que c'est important qu'on soit là, que tu sois là quand quelqu'un fait une recherche pour qu'après ça, la journée qu'il soit prêt à faire sa transaction ou du moins aller de l'avant avec le service, ben que tu sois présent. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'une grosse firme comme ça, comme HubSpot, qui dit qu'eux sentent ce virage-là, assurément, beaucoup de gens qui nous écoutent là, doivent vivre également cette situation-là. Oui, la seule différence que je te dirais, c'est que HubSpot, ils ont du data qui leur permettent de le baguer, puisque nous autres, la majorité des entrepreneurs, ils ont des clients qui rentrent puis ils ne savent pas vraiment ça vient de où, mais c'est quand même intéressant. 7%, on s'entend que c'est quand même énorme et ce n'est que le commencement. Oui, effectivement. Puis, tu sais, dans le fond, eux autres, ils n'ont pas juste donné des chiffres, ils ont expliqué un peu comment eux voyaient le marketing, comment ça va changer un peu dans les prochains mois, prochaines années. Puis, ils ont toujours été très forts là, parce qu'ils ont un peu été ils ont mis de l'avant, en fait, ce qu'on appelle le inbound marketing, là, d'où le nom de l'événement. Puis là, ils arrivent avec une nouvelle fonctionnalité, une façon de penser un peu qui est le loop, en fait. Fait que c'est de travailler un peu sur qui on est, notre ton, mais aussi où sont nos clients. Puis ça, je pense que c'est important. On me le demande souvent en français. C'est comme, est-ce que je dois me positionner sur ChatGPT, sur Perplexity, sur Google? Ben oui, mais à un moment donné, il faut regarder aussi où sont nos clients, tu sais, puis investir à cet endroit-là. Puis des fois, c'est pas nécessairement juste en web, ça peut être sur YouTube, à la radio, dans d'autres médias, là, finalement. Oui, bien, c'est ça. C'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, il faut pas arriver avec le raccourci. Puis moi, c'est ce que j'explique souvent dans mes formations, le raccourci de dire, mais tu sais, moi, je dis toujours, il y a 3 milliards de personnes sur les médias sociaux. Fait que là, les gens sont comme, je vais aller sur les médias sociaux. Oui, mais 3 milliards sur 8 milliards. Il y a quand même un 5 milliards qui n'est pas là. Si on enlève les jeunes enfants, puis les personnes âgées, puis tout le kit, mais c'est important de savoir ma clientèle, elle est où, puis d'être capable de la cibler correctement. Fait que HubSpot, c'est ce qu'ils font dans leur nouvelle approche Loop, que tu as dit? Oui, en fait, ils travaillent sur une espèce de loop, là, en fait, une loop infinie, si on veut, là, où on doit travailler constamment sur le message, le ton qu'on veut avoir, mais aussi où on veut être présent, puis rester un peu toujours dans la tête, en fait, de le public qu'on vise, là. Donc, je trouve leur approche intéressante parce qu'ils parlent vraiment, si tu veux être cité sur l'intelligence artificielle,
artificielle, c'est de cibler, en fait, différentes zones de contenu. Fait que ce soit par, oui, des blog posts, mais comme je disais tantôt, d'être, exemple, à la radio, être présent sur YouTube, Reddit, d'être vraiment là, disponible sur plusieurs canaux. Comme ça, ben, on va toucher plus de gens, mais surtout, on va faire augmenter notre notoriété. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir davantage. Là. OK, j'aime ça parce que dans le fond, si je simplifie dans ma compréhension, c'est que si je suis présent, je fais des articles de blog, je suis présent comme chroniqueur sur un site web, je suis à la radio, j'ai des podcasts, j'ai ci, j'ai ça. Bien, inévitablement, lorsque quelqu'un va faire une recherche sur ChatGPT ou Perplexity ou Claude ou quoi que ce soit, bien, j'augmente mes chances que mon contenu serve l'intelligence artificielle pour me pondre une réponse. Donc, moi, avec la technique Moneyball, si quelqu'un veut faire une stratégie de marketing et que finalement la personne lui dit ben, peut-être que tu devrais utiliser la technique Moneyball parce qu'ils ont trouvé l'information, bon, on s'entend que je viens d'augmenter énormément mes chances que cette personne-là me contacte. Exactement. Très fort, très, très fort. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui est intéressant qui est sorti du... Oui, bien en fait, ils ont parlé beaucoup de est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer, là, la fameuse question, va-t-il remplacer l'humain ou le travail qu'on fait au quotidien? Puis je pense que, moi, je pense beaucoup comme eux. En fait, ça va nous aider, en fait, dans notre quotidien. On peut en faire plus avec moins aujourd'hui. Tu l'as dit tantôt avec la génération des images. Là, avant, toute la panoplie d'efforts qu'on devait mettre pour modifier une image. Aujourd'hui, on peut avoir une image quand même de façon beaucoup plus rapide, puis on peut itérer là-dessus. Donc, c'était de voir un peu l'intelligence artificielle comme un outil, en fait, pour atteindre nos objectifs. Puis, ils ont sorti plein de AI agents. Donc, quand tu utilises un utilisateur de HubSpot, tu as accès à ces AI agents-là, puis ils peuvent faire certains boulots par rapport aux données que tu as, par exemple, dans ton CRM, ton site web. Donc, on voit un peu l'avenir de le web, le site web, les CRM, vers où on s'en va. Je pense qu'HubSpot a souvent été les premiers à mettre des choses en place. Bien, sûrement que les autres joueurs vont suivre là, très prochainement. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est que les agents AI, pour démystifier tout ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un chat GPT de ce monde, c'est une intelligence artificielle de requête. Donc, je pose une question, je lui demande une requête, il va me donner la réponse. Les agents AI, eux, ils ont une couche d'intelligence de plus, si on veut, et sont capables d'accomplir des tâches pour nous. Moi, je pense que c'est la même chose. Puis la meilleure chose que je peux dire, c'est mon exemple à moi. J'avais un agent, j'avais des employés. Aujourd'hui, je suis seul, d'humain, mais j'ai un agent AI qui peut m'aider dans mon administration. J'ai un agent AI qui peut m'aider dans ma création de contenu. Ça me permet de faire beaucoup plus avec moi. Frank, on va faire une petite pause. Puis au retour, on continue de jaser d'HubSpot. Puis j'aimerais ça aussi qu'on parle du nouveau browser de Perplexity. Donc, on revient au retour de la pause. De retour avec notre chroniqueur, Francis Paquet de SiteGrow, qui est ici. On parlait pas de Perplexity, on parlait de Inbound, de l'événement de HubSpot. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres statistiques que tu as trouvées intéressantes pendant cet événement-là? Oui, tu fais bien de le demander. En fait, il y a une grosse autre stat qui est sortie qui a vraiment fait boule de neige. En fait, je pense qu'on la connaissait déjà, mais là, vraiment, que ça vienne de HubSpot directement, 60% des recherches sur Google génèrent plus de clics, en fait, parce que tu as ta réponse directement dans le AI Overview qu'on appelle. Fait que tu as une section en haut, vous avez sûrement vu à la maison, là, quand on fait une recherche, maintenant, on a une espèce de résumé avant les résultats. Bien, 60% des recherches, en fait, génèrent plus de clics. Donc, c'est quand même un gros changement. Puis, tu sais, je pense que c'est l'évolution, en fait, de la recherche, elle est là. On la vit en ce moment. Puis, il faut être plus présent que jamais, présent, en fait, dans cette espèce de résumé-là. Parce que, dans le fond, avant, si je faisais une recherche sur, je sais pas, moi, j'ai mal au dos, ben là, Google proposait des résultats des sites web avec des traitements pour mal de dos. Et là, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il me fait un résumé. Il est allé sur tous les sites web, il est allé chercher l'information pertinente, puis il m'a donné un résumé. Et si ce résumé-là me satisfait, puis honnêtement, je l'utilise, la qualité des réponses, elle est très bonne, ben job's done. Google m'a donné la réponse que j'avais besoin. J'ai pas besoin de cliquer sur aucun site et tout. 60%, c'est énorme. Tu sais, les gens qui vivent avec du Google Ads puis de la pub pour pouvoir sortir,
il faut qu'ils repensent leur stratégie parce que le trafic sur le site web va chuter de façon catastrophique. Oui, c'est clair. Puis, tu sais, on le voit aussi sur des recherches, une recherche aussi simple que je veux me commander une pizza ou une pizza à Longueuil, par exemple. Ben, il va avoir un résumé, en fait, des pizzerias, laquelle qui offre le meilleur service, la meilleure pizza selon les reviews. Donc, tu sais, ça amène une réflexion différente sur le type de contenu qu'on doit produire aussi. Tu sais, est-ce qu'on veut vraiment répondre aux visiteurs ou on veut y vendre quelque chose? Tu sais, il y a comme c'est ça, il y a un changement de réflexion à faire. Moi, je pense que, je vais utiliser, c'est l'ingénierie inversée, reverse engineering, pour ne pas le dire en anglais. C'est que je pense que les gens vont devoir beaucoup travailler à l'inverse, de dire arrêtez de créer du contenu pour créer du contenu en espérant que les gens vont le consommer, mais regardez plutôt comment les gens consomment leur contenu et assurez-vous de faire du contenu qui va répondre à ce besoin-là. Comme tu dis, moi, j'avais vu une statistique que la nouvelle génération, les 18-25, c'est 35% de leurs recherches qu'ils vont faire sur l'intelligence artificielle. Donc, ils ne vont même plus sur Google. Fait que là, tu viens de perdre 35% de ton trafic sur Google. Et sur le 65% qui reste, il y en a 60% qui ne cliquent pas. Hey, je ne sais pas si tu sais que ça commence à faire des pourcentages qui partent, là. Statistique extrêmement intéressante. Mais un dernier point avant de finir, parce que ce show-là va à une vitesse phénoménale. Tu voulais me parler du nouveau browser de Perplexity. Premièrement, pour les auditeurs auditrices, c'est quoi Perplexity? Oui, Perplexity, en fait, c'est un ChatGPT, une alternative là, à ChatGPT, Claude ou les autres. Fait qu'un modèle différent d'interagir avec l'intelligence artificielle, finalement. Puis, Perplexity a toujours été quand même fort au niveau des offensives pour naviguer un site web. Donc, un peu ce que tu disais d'entrée de jeu avec ChatGPT 5, par exemple. Bien, chez Perplexity, on l'observait depuis un certain nombre de semaines avant que ChatGPT l'amène. Ils sont souvent, en fait, au-devant avec des fonctionnalités. Puis, ils ont lancé, il y a quelques semaines, leur propre browser. En fait, là, comme remplacer Google Chrome ou Internet Explorer, puis personne n'utilise ça. Wow, Netscape. Oui, exact. Mais tous les autres navigateurs, en fait, ils ont lancé leur propre navigateur. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu as l'intelligence artificielle qui est directement reliée à ce que tu es en train de faire. Donc, par exemple, moi, je l'ai testé. J'aimais ça d'entrer déjà à l'émission, vu que c'est la première, de dire qu'est-ce qu'on a appris cet été ou qu'est-ce qu'on a testé. Bien, moi, ça a été ce browser-là. Puis quand je l'ai essayé, la première chose que j'ai demandé, j'ai dit, bien, écris à ma conjointe un courriel pour lui dire que je l'aime beaucoup. Et il a ouvert Gmail, il a ouvert un email, il a écrit un courriel et il a dit, je ne l'enverrai pas, je vais attendre que tu approuves et on va apprendre à se connaître avant que j'approuve des emails pour toi. J'étais comme, OK, wow, on est ailleurs, là. Mais là, la question que tout le monde veut savoir, l'as-tu envoyé l'email? Je l'ai envoyé. J'ai eu beaucoup de bons mots. J'ai jamais dit que c'était l'intelligence artificielle avant aujourd'hui, donc j'espère que... Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas trop avec ça. Non, mais c'est parfait. Mais OK, fait que finalement, ça devient en quelque sorte un agent AI qui est capable d'accomplir des tâches. Exactement. Tu peux aller sur un site web et lui demander, bon, ben j'aurais besoin, par exemple, il y a une liste d'activités là, qui est présentée ou ben lui dire, j'aimerais que tu me sortes la liste d'activités, que tu me donnes ça dans un fichier Excel, par exemple, ou envoie-moi-le par courriel. Puis là, on peut faire des échanges comme ça. Au lieu de faire des choses manuelles qu'on faisait avant, ben là, il vient nous aider sur différentes tâches quotidiennes à travers le navigateur, mais notre navigateur à nous, avec notre position, notre connexion à notre Gmail. Fait que tu sais, c'est vraiment personnalisé à qui on est. Marco, quand tu es sur le navigateur, ben c'est toi qui fais les actions. Ben quand Perplexity va faire des actions, ça va être vraiment comme si c'était toi qui les faisais. Donc, je trouve que ça, c'est quand même un gros edge là, par rapport à ce qu'on voyait sur le marché, qui était souvent des navigateurs simulés avec des positions, exemple, aux États-Unis. Là, on est vraiment Marco l'espace d'un moment. Oui, je l'avais vu avec le nouveau ChatGPT 5, tu avais l'agent AI qui permettait d'aller sur des sites web. Puis moi aussi, j'avais fait un test. J'avais demandé d'aller sur le site web de ma blonde, qui est madérothérapeute, puis j'ai dit, est-ce que tu peux me trouver le prochain rendez-vous disponible, la prochaine disponibilité? Ça faisait une demi-heure que l'agent était sur le site, mais tu sais, ce qui était comme une fenêtre dans une fenêtre. Donc, j'ai fait, OK, on n'est pas rendu là, mais ce que tu me dis, je vais l'essayer avec Perplexity, le browser. Je pense que ça va être super intéressant. On est déjà rendu à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, c'est super le beau premier show. Francis Paquet de Sid Grow, super content de t'avoir avec nous. Tu vas être là à toutes les 2 semaines avec différents sujets. Merci beaucoup. Merci, Marco, pour l'opportunité. Merci à la station. Vraiment content de me joindre à l'équipe. C'est parfait. Je ne savais pas si tu avais fini ou pas fini, mais on va s'habituer. C'est la première de la saison. C'est parfait. On adore ça. C'est tout pour moi. Tout sur le numérique. On se revoit la semaine prochaine.
Et restez à l'affût parce que la semaine prochaine, c'est le retour de la chasse à l'as de cœur. On recommence ça. Peut-être qu'on va être capable d'aller chercher plus que 1 million. On le sait pas. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. FM 103.3